Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace. Il y aura un peu de voyage, un peu de sport. On commence par le voyage. Partons à Malaga de suite. C'est un air de vacances que nous proposa tout à l'heure Emmanuel Monod. Vous saurez tout également sur nos programmes du week-end avec Avoir à faire by Célia et notamment 2 courts-métrages à découvrir sur notre antenne. Dans l'actualité, nous recevrons Yvan Le Soir, organisateur de la course des 500 nocturnes The Course en Alsace, ça sera au mois de septembre. Et le journal des IS avec Mathieu Chanvillard et une Française en finale. Elle réédite l'exploit de 2016, Caroline Garcia. On y reviendra juste après le JT de Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité ce soir, la saison 2019 d'Europa Park est lancée. Le géant allemand du loisir présente son nouvel hôtel et son futur parc aquatique Roulantica. Le Conseil des jeunes de Strasbourg s'est mis dans la peau d'eurodéputés pour une session fictive du Parlement européen. Et puis, le Festival des cultures urbaines, le NL Contest, est de retour à Strasbourg pour 3 jours de glisse. Mais pour commencer, à 2 jours du scrutin européen, étudiants, collégiens et lycéens sèchent de nouveau les cours pour descendre dans la rue. Une marche pour le climat qui fait suite à la première mobilisation mondiale du 15 mars, à l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg. À Bruxelles, Francfort, Luxembourg et Strasbourg, les jeunes veulent lancer un message aux institutions européennes et réclament des mesures concrètes, alors que la question du changement climatique s'est immiscée dans la plupart des programmes des partis politiques. Cet après-midi, près d'1 millier de jeunes ont manifesté depuis la place Kléber jusqu'au Parlement européen. Fanny Kunz a recueilli quelques témoignages. On ne peut pas aller voter, nous. Alors il faut qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on manifeste pour qu'on dise aux adultes de nous écouter, de nous représenter. Il faut que nos parents écoutent ce qu'on a à leur dire. Il faut que tout le monde pense à l'avenir, même si certains peuvent moins se sentir concernés. C'est en votant qu'on décide de notre avenir. Chaque voix est importante et c'est comme ça qu'on aura ce qu'on voudra plus tard. J'espère qu'on peut essayer de faire en sorte que ça se dégrade pas autant que c'est en train de le faire maintenant et qu'il y ait une prise de conscience réelle, des vraies actions. Pas juste dire dans 3 ans on enlève le sac en plastique et essayer de bouger pour de vrai et rapidement. C'est notre première élection pour la majorité. On espère vraiment avec nos avis changer la donne. C'est un mouvement européen dans sa globalité et c'est pour ça qu'on espère vraiment que quelque chose change. Et, en tout cas, nous on sera là aussi pour voter et pour montrer qu'on est ici et qu'on a une conscience écologique et que l'Europe c'est aussi nous et c'est surtout nous. Élections européennes toujours. Parmi les 34 listes qui se présenteront ce dimanche, nous avons rencontré aujourd'hui celle du Rassemblement national. 2 Alsaciens figurent sur la liste Prenez le pouvoir, Virginie Joron, 8e de la liste, et Ambline Duparc, 48e. Et au cœur de leur programme, les 2 notions de localisme et juste échange. On écoute Thibaut Goumentot, délégué départemental du Bas-Rhin au Rassemblement national. Les grands enjeux de notre programme sur l'Europe, c'est déjà plus de souveraineté pour les pays, moins de pouvoir pour les commissaires européens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Commission européenne décide des lois qui sont votées au Parlement, c'est le mode de fonctionnement actuel. Nous, on espère vraiment, pour cette élection européenne, faire le maximum de scores possible dans tous les pays européens, avec nos mouvements alliés, comme le FPE, comme la Ligue en Italie et le Rassemblement national en France, afin de constituer une véritable force d'opposition à l'intérieur du Parlement européen. Il y a 2 axes sur lesquels on insiste beaucoup en cette fin de campagne, c'est le localisme et le juste échange, notamment pour les questions liées à l'agriculture et à l'écologie. Je pense au localisme par exemple qui va protéger à la fois les agriculteurs en France par rapport à leur travail. Ça va permettre également de recentrer les productions, le retraitement et la consommation à proximité des lieux de vie et en plus ça permettra de réduire les dégâts écologiques qui sont causés par l'importation massive de biens de première consommation. Je pense par exemple à des traités comme le Mercosur qui est en train d'être négocié ou le CETA avec le Canada. Vous avez tous dû recevoir dans vos boîtes aux lettres les professions de foi des listes candidates aux élections européennes et probablement remarqué que toutes les listes n'y sont pas. En effet, certaines n'ont pas eu les moyens de financer leur propagande. Pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, seules 20 d'entre elles ont fourni des bulletins de vote en format papier. Si vous souhaitez voter pour l'une des 14 autres listes, vous pouvez imprimer leur bulletin de vote directement depuis leur site internet. Enfin, l'ensemble des professions de foi est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur que vous pouvez voir s'afficher sur vos écrans.
Et pour clore cette page sur les élections européennes, 77% des Français de 18 à 25 ans comptent s'abstenir lors du scrutin du 26 mai, selon un sondage de l'IFOP. Pour sensibiliser les électeurs de demain, l'Association des jeunes européens a organisé une section fictive du Parlement européen. À la place des députés, le Conseil des jeunes de Strasbourg. Immersion avec Romain Hirt. Qui vote contre ? Ils ont entre 13 et 15 ans et ils votent les lois de l'Union européenne. Pas de panique, ce n'est qu'une simulation. Accompagnés par l'Association des jeunes européens, les membres du Conseil des jeunes de Strasbourg se sont glissés pendant quelques heures dans la peau d'un eurodéputé. Étant donné que c'est dur d'appréhender l'Union et qu'elle est très complexe, la meilleure façon de le faire, c'est de se mettre dans la peau d'un député. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le Conseil des jeunes. Ça nous permet aussi d'avoir plus de tolérance vis-à-vis du travail du député, parce que c'est un travail très difficile. On ne peut pas maîtriser les sujets des commissions du Parlement, on ne peut pas maîtriser tous les sujets. Il faut à la fois suivre la ligne de son parti politique européen et la ligne de son parti national. Parfois, certains députés le font, et surtout la ligne de son propre pays. Et parfois, il y a des dissensions et c'est compliqué. Entre discussions de couloir et débats houleux, les enfants se sont prêtés au jeu. Chacun s'est vu attribuer un parti fictif qui représente une ligne politique présente au Parlement européen. Il faut ensuite défendre sa ligne et tenter de convaincre. De quoi se frotter à la réalité de l'eurodéputé. C'est un intérêt d'abord pédagogique. Parce que nous avons mené récemment une enquête avec l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes que je préside et des jeunes européens qui montre qu'aujourd'hui l'Europe n'est plus forcément une évidence pour beaucoup de jeunes et qu'il y a un déficit de pédagogie à la fois sur la manière dont fonctionne l'Europe et sur quels en sont les enjeux. Et là, il s'agit de les sensibiliser à ces questions et de comprendre que derrière ce qui est une complexité apparente, parce que le Parlement européen c'est complexe, il y a aussi de vrais enjeux démocratiques. Cette complexité apparente s'est transformée en jeu d'enfant. Les législateurs en herbe redoublent d'arguments pour défendre leurs amendements et ainsi créer leur propre Europe. Une fiction qui vise à devenir réalité. Oui, ça m'intéresse parce que bon, ça nous touche quand même au quotidien. Les gens feraient mieux d'aller voter parce que bon, plus de 50% de notre quotidien est quand même régi en fait par les lois qui sont votées au Parlement. Et puisque la vérité sort de la bouche des enfants, rendez-vous ce dimanche dans vos bureaux de vote pour choisir votre Europe. Le parc d'attractions allemand Europa Park se réinvente pour attirer toujours plus de visiteurs pour la saison 2019. En novembre prochain, il ouvrira Roulantica, plus grand parc aquatique d'Europe. Il sera composé de 25 attractions réparties dans 9 quartiers inspirés du monde scandinave. L'occasion pour le parc de présenter son nouvel hôtel Kronassor. Plus d'explications avec Anna Britz. Il faut encore faire preuve d'un peu d'imagination pour se figurer à quoi ressemblera Roulantica. Ici, le 28 novembre, le plus grand parc aquatique d'Europe ouvrira ses portes. 17 toboggans, 25 attractions, une superficie de 32 600 mètres carrés. Un nouvel univers et un investissement record de 180 millions pour Europa Park. Une nouvelle étape de l'histoire du parc allemand. C'est super important d'avoir toujours quelque chose de neuf et intéressant pour les visiteurs parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent chaque année. Et c'est pourquoi on a fait un deuxième parc en espérant que le champ reste plus longtemps. L'Europa Park, normalement, le champ reste 9 heures par jour. Et d'avoir une deuxième offerte avec le parc aquatique, alors il faut d'avoir quelque chose d'autre. Alors il peut maintenant faire une journée au Forêt-Noire, une en Alsace, une à Roulantica et une à Europa Park. Alors on a 4 jours. Et ça, c'est le but de vraiment que les gens restent plus longtemps ici à Rust. Roulantica, ce n'est donc pas qu'un parc aquatique. Autour de lui, c'est tout un univers à consonance nordique qui sort actuellement de terre. L'hôtel Kronassor pourra accueillir 1300 personnes et il est un élément essentiel de l'extension du parc. C'est le 6e hôtel d'Europa Park qui n'en comptait aucun il y a 25 ans. Plus qu'un parc d'attractions, le géant allemand se veut aujourd'hui une destination de vacances, toujours dans les thématiques qui ont fait sa réussite. Nous étions en Scandinavie et avons étudié l'architecture pour pouvoir la transposer ici.
La Scandinavie est un thème européen, ce qui la lie avec Europa Park. Avec notre parc aquatique, nous ne voulions pas faire comme les autres et installer des palmiers, et faire quelque chose d'unique. Et avec la vue vers la forêt, le thème de la Scandinavie est donc parfait. L'hôtel ouvrira ses portes le 31 mai. Il faudra attendre novembre pour le parc aquatique. Europa Park espère ainsi franchir le cap des 6 millions de visiteurs cette année. Le coup d'envoi de la 14e édition du NL Contest a été donné aujourd'hui au skatepark de la Rotonde. Au programme du Festival des cultures urbaines, 3 jours de compétition, de concerts et d'animations autour du sport de glisse. L'année dernière, la manifestation avait rassemblé près de 35 000 spectateurs venus découvrir les meilleurs spécialistes mondiaux du BMX, skateboard, freestyle scooter et roller. Reportage de Romain Hirtz. C'est le rendez-vous des riders en Alsace. Comme chaque année, les sports de glisse sont en tête d'affiche du NL Contest, un événement qui met à l'honneur les cultures urbaines. Au programme cet après-midi, les qualifications des compétitions amateurs en BMX et scooter freestyle. Pour les participants, c'est une occasion unique de se tester sur un terrain grandeur nature. Il n'y en a pas beaucoup des compétitions ici, c'est dommage. Et c'est la seule compétition où on peut montrer ce qu'on fait au grand public. Tous nos entraînements, ils se concrétisent ici. Et voilà, c'est vraiment un super moment d'être là, de se faire voir par les gens, de montrer ce qu'on sait faire. Il y a vraiment un aspect compétition qui est important dans ces disciplines et qui est bien retransmis ici avec une bonne ambiance. Tout le monde fait en sorte que cet événement ait lieu et c'est super, ça motive tout le monde en tout cas. Dans chaque compétition, les 8 meilleurs glisseurs auront droit à une place en finale. L'opportunité de montrer l'étendue de son talent, mais aussi de se frotter aux meilleurs. L'événement réunit des sportifs du monde entier. Pour les organisateurs, il est primordial de laisser à tous l'opportunité de briller. Le NL Contest veut être une manifestation pour tout le monde. On veut que les riders locaux, que les riders du plus petit niveau au meilleur niveau puissent profiter du festival, puissent profiter de la compétition, de l'événement. Et c'est pour ça qu'on invite les riders locaux sur la compétition amateur à participer. Mais à côté, il y a un volet professionnel avec les meilleurs riders de France, du monde et d'Europe qui sont présents pour tenter de remporter le grand prize money qu'il y a sur l'événement. On a des Australiens, on a des Japonais, on a des Américains. On a vraiment des gens du monde entier qui sont présents ce week-end à Strasbourg pour tenter de monter sur le podium du NL Contest. Pour poursuivre la fête, la journée se clôturera par des concerts. La suite de la compétition amateur aura lieu demain. Ensuite, place aux riders professionnels jusqu'à dimanche soir. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Son site s'appelle La Chouette Photo, et c'est vrai qu'elles sont chouettes, les photos de l'Alsacien Olivier Hanauer. Essentiellement prises de nuit, elles sont même superbes, comme ce coucher de soleil à Illkirch, ou le château d'eau de Sélestat qu'on n'avait jamais imaginé aussi beau. La cathédrale, c'est plus facile, certes, mais que dire de ces couleurs de Noël? Toutes les photos, en tirage très limité, peuvent être achetées sur le site. Voilà, merci Camille Roland. Merci. Bon week-end à vous. On accueille le plateau un peu dissipé avec un Mathieu Chanvillard qui revient des IS, Emmanuel Monod qui revient de Malaga, Mathieu, on l'a dit, Yvan Le Souarne qui va nous parler des 500 nocturnes et Célia qui a fait une programmation absolument exceptionnelle pour votre week-end. Quel temps fera-t-il demain pour la finale aux IS? Réponse. Déconter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. En ce début de week-end, profitez bien de ce beau soleil matinal. Ça ne va pas durer, il y aura quelques petits nuages si vous êtes dans le nord de la Suisse, mais rien de méchant. Les températures matinales, 11 degrés, ce sera la minimale du côté de Saverne, 12 degrés de Wissembourg en passant par Strasbourg ou encore Mulhouse, 13 degrés à Colmar ainsi qu'aux frontières rhénanes. Je vous le disais, ça ne durera pas. La pluie s'en mêle et surtout sur la majeure partie de l'Alsace ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg
Wurtemberg, dans le nord de la Suisse, alternance de nuages et d'éclaircies. Les valeurs dans l'après-midi, 20 degrés à Saverne et Colmar, 21 degrés partout ailleurs en Alsace, ainsi qu'aux frontières rhénanes. Votre dimanche, eh bien ça s'améliore fort heureusement, le soleil est de retour et les valeurs iront jusqu'à 21 degrés dans votre après-midi. Or ce samedi, nous célébrons les Sophies, bonne fête à toutes, le soleil se lèvera à 5h37 pour nous dire au revoir à 21h15. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous accompagner demain. Décomptair, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. Et on parle beaucoup de sport dans cette première partie avec Yvan Le Swarn. Comment allez-vous ? Très très bien, et vous, Lionel ? Mais écoutez, en grande forme, organisateur de la course des 500 nocturnes. On efface tout le passé, 500 nocturnes, on ne sait pas ce que c'est. Non. Explication. Bon, 500 nocturnes, c'est une entreprise commerciale qui est basée sur un événement. C'est un événement qu'on organise une fois par an, d'accord ? Sur le circuit automobile de l'Anneau du Rhin. Où ça se trouve, l'Anneau du Rhin ? C'est entre Colmar et Mulhouse. Ce sera en septembre, 21 septembre de mémoire. Samedi 21 septembre. C'est ma fête, c'est trop sympa. Merci. Ouais, non, franchement, je peux inviter mes copains. C'est vrai ? Ouais. C'est la fête des champions. C'est à Saint-Mathieu. Voilà. Alors une course, évidemment, c'est des belles voitures, ça on va les voir. C'est aussi des pilotes qui confirment finalement cette année sa participation. Vous avez déjà des grosses écuries, hein, des Alsaciens comme le Pegasus Racing. On a Yann Erlaché, pilote montant. C'est une vraie pépite alsacienne. On a Nicolas Armindo, champion de la Porsche Carrera Cup France et Allemagne. On a des très bons pilotes et des gentleman drivers, forcément. Exactement, c'est ça le concept des grands pilotes, des gens qui prennent beaucoup de plaisir à conduire. Bande annonce. Alors Yvan Le Swarn, on voit ces belles images, on voit que c'est festif, il y a de la course, il y a de la fête. C'est ouvert au public ou c'est ouvert aux entreprises ? Eh bien écoutez Lionel, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a une billetterie qui est dédiée au grand public qui sont fans de sport automobile, qui veulent passer une très belle soirée sur le circuit de l'Anneau du Rhin avec la course, mais aussi les animations, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais c'est surtout orienté business. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui viennent fêter chez nous, aux 500 nocturnes, un petit peu comme aux IS. D'accord, aux internationaux de tennis, on en parle dans un instant. Voilà, c'est un petit peu la semaine des IS. Voilà, les internationaux de tennis, c'est super, c'est du RP. Les 500 nocturnes, c'est 500 km de nuit sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Espace VIP au centre du circuit. Donc on invite ses clients, ses prospects. Exactement. Et on passe un bon moment avec des petits canapés et des voitures qui passent sur le circuit. C'est très bien dit. Ouais. Et il y aura l'Alsacien Yann Erlaché. Alors je reconnais qu'on a un petit faible pour ce garçon. D'abord, c'est un super pilote, vainqueur en titre des 500 nocturnes. Et il court actuellement, regardez ces images, en championnat du monde de tourisme. Il court avec son oncle, qui est Yvan Muller, évidemment. C'est pas un inconnu. Et là, sur ces images, eh bien, Yann, pour vous dire que c'est un bon, a réalisé la pole sur la 3e course. Puis, ça a été un petit peu chaud quand même, voire tendu, avec le Suédois Björk et son équipier. Et c'est l'équipier qui s'impose devant Erlaché. Belle seconde place évidemment pour Erlaché. Yvan Muller, lui, est 5e. Ça veut dire que dans le top de ce championnat du monde, il y a quand même 2 Alsaciens aux 5 premières places. Bah oui, parce qu'en fait, l'Alsace, c'est une terre de sport automobile. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On avait le rallye d'Alsace à l'époque, qui a été retiré, qui a été délocalisé en Corse. Et suite à ça, suite à ce retrait du rallye d'Alsace, on a créé les 500 nocturnes. On voulait faire un événement pour les Alsaciens, pour les passionnés de sport automobile. Donc c'est 500 km de nuit sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Il y a un déclic de se dire, tiens, le rallye d'Alsace avait très bien marché, c'était un très gros succès populaire. On se dit, il y a le terreau pour un événement. Bien sûr, il y a un super terreau. On a des très belles marques. On a Alpine qui est quand même aussi de la région. On a Bugatti, on connaît très bien Caroline Bugatti qu'on avait sur le plateau il y a très longtemps. Effectivement, il y a une vraie demande. Et du coup, on s'est dit, on va créer un événement
pour les entreprises et pour les passionnés. C'est ça vraiment le principe. Alors la voiture qui gagne, il faut être clair, c'est celle-là, regardez, c'est une Renault. Et oui, au moment où on parle des Porsche, des Aston Martin, etc., cette voiture, il y a bien le logo Renault devant, elle est magnifique avec des porte-papillons. Ça, c'est un vrai prototype, il n'y a eu que 25 exemplaires dans le monde. En fait, Lionel, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est pas un prototype. C'est-à-dire que c'est une voiture autorisée. C'est une voiture GT, type GT. Alors la RS01 est un petit peu particulière parce qu'elle est en configuration prototype. Elle peut se bagarrer avec des LMP2, LMP3 ou en configuration GT. Elle se bagarre avec des 488 GT3, des Lamborghini Huracan GT3 qui participent à notre course. Alors justement, on la voit, cette Huracan, c'est cette voiture bleue qui revient. Donc d'année en année, en fait, les pilotes se réinscrivent. Ah oui. En fait, on a un gros vivier de pilotes alsaciens. On a des teams locaux comme le team RSR, Boris Rini Racing, qui inscrit chaque année 3 voire 5 voitures. On a Pegasus Racing, on connaît SLR, on connaît Yvan Muller Racing. Donc on a vraiment du sport automobile en Alsace. Il y en a bien qu'Yvan Muller Racing mette ses fesses dans le baquet. Ce serait super, voilà, d'avoir que son nom. Exactement. Comment on attire les pilotes ou les écuries, les marques, on va les chercher, on les démarche ou les deux, c'est-à-dire que petit à petit, la course prend un petit peu d'ampleur, ça commence à être connu, puisqu'en fait, 500 Nocturne a été créé en 2015. Donc là, on va sur notre 5e édition. On a commencé avec 12, puis 16, puis 18, puis 21. Cette année, on aura 24 voitures. On limite à 24, on ne veut pas plus, parce qu'il va y avoir du trafic, de la bagarre, mais il ne faut pas que ce soit dangereux. Nuit, on rappelle que le circuit n'est pas, à part la ligne redescendante, le circuit n'est pas éclairé. Donc non, c'est 100% de nuit, c'est ça le challenge, le vrai challenge des pilotes, c'est que là, on est dans un format nocturne et c'est unique en Europe. Ce qu'on fait en Alsace, c'est unique en Europe, parce qu'à part des formats 24 heures, comme on connaît Le Mans, Spa, un format de 4 heures de nuit, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ça existe, c'est 500 Nocturne. Voilà, ça commence vers 20h le début de la course et ça s'arrête 500 km plus tard. Alpine, regardez, était déjà sur l'édition. Alors, on a pris quelques images de course, notamment au Paul Ricard, mais c'est voilà, pour vous montrer ces voitures françaises. C'est un des joyaux, évidemment. C'est magnifique. On retrouvera des Alpines, ils reviennent, il y en a au moins une ou deux. En fait, l'an dernier, ils ont lancé la Alpine A110. Cette année, ils ont bien développé la Alpine Cup, qui est une voiture de course. On ne peut pas rouler en ville avec. C'est une Alpine avec arceau 6 points, siège baquet, extincteur, pneus slick. Enfin voilà. Donc effectivement, on aura une Alpine GT4 inscrite au 500 Nocturne parmi les 24 voitures. Voilà. Et pour celles et ceux qui n'aimeraient pas forcément, ne sont pas réellement des fans de course, il y a une soirée chic, glamour, défilé de mode, musique, DJ. Tout à fait, Lionel. En fait, qu'on aime les voitures ou pas, on va passer une soirée de dingue, puisqu'en fait, on privatise le circuit. La course, c'est un petit peu le prétexte, même si c'est un peu poignant. Donc une fois qu'on est dedans, on kiffe, on peut le dire. Sauf que avant la course, pendant la course et après la course, on a des concerts, des cabarets, des défilés de mode, des défilés de lingerie, des feux d'artifice. C'est vraiment la fiesta. Et on s'amuse vraiment en non-stop le samedi 21 septembre. Voilà, avec des acrobates comme vous venez de voir. Et le plateau alsacien qui sera juste sur la droite, puisqu'on sera en direct avec un Mathieu Chanvillard, notre évidemment spécialiste des sports, sur la ligne de départ. Dans la voiture, dans une voiture. Ou dans une voiture. J'ai demandé une voiture cette année. Voilà, toutes les infos sur le www.500nocturne.com et c'est une belle affiche que vous voyez là. Vous pouvez encore prendre et réserver vos loges. L'autre actualité sportive, évidemment, c'était les IS. Place au journal des IS. Vendredi, c'est demi-finale aux IS, la dernière marche avant de monter sur le cours pour la finale le samedi. De demi-finale donc au programme. La première, on rentre directement sur le cours. Patrice Dominguez, c'était cet après-midi. On attendait la Biélorusse, favorite peut-être du tournoi. Elle avait fait très forte impression. Elle s'appelle Arina Sablenka. C'est une joueuse biélorusse, jeune joueuse, peut-être une des étoiles montantes d'ailleurs du tennis mondial. 21 ans seulement, déjà 11e joueuse mondiale. Elle a même déjà pointé dans le top 10. Joueuse extrêmement puissante dans l'énergie. Elle avait balayé tous ses adversaires depuis le début du tournoi, fait forte impression. Seule la championne olympique, Monica Pouy, qui était parvenue à lui prendre un set en quart de finale. Face à elle, elle a pourtant eu beaucoup de mal, Sablenka, face à une jeune, encore plus jeune qu'elle, joueuse. Elle s'appelle Darina Yastremska, joueuse ukrainienne, 19 ans seulement. Elle, pourtant avec un gabarit un peu moins imposant, mais elle a fait beaucoup de mal avec un jeu très agressif. La française Fiona Ferro, qu'elle avait éliminée au tour précédent, disait elle joue toute seule. Elle a fait, elle joue son tennis à elle, sans regarder 6-4, 6-4. Elle s'impose et crée la surprise en éliminant la favorite du tournoi. On retrouvera donc la jeune ukrainienne Yastremska en finale du tournoi strasbourgeois. Écoutez-la, elle sera face à une française puisque l'autre demi-finale était 100% française. Ça l'amuse presque, regardez.
Je n'ai pas le choix, les deux sont françaises. Mais je commence à avoir l'habitude, ça sera maintenant la 3e fois dans ce tournoi que j'affronterai une Française. Demain, ce sera vraiment un super match. Il y aura certainement beaucoup de monde. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer ici. J'aime jouer ici. Et alors les gens avaient quand même le sourire parce qu'ils étaient sûrs de voir une Française en finale. Ça fait partie des ingrédients quand même, hein. Évidemment, d'un tournoi réussi, il faut que les Françaises aillent loin, si possible en finale, avec une demi-finale 100% française. Évidemment, c'était le cas. On retourne sur le court central Patrice Dominguez, cette demi-finale. Opposée Caroline Garcia, la Française, regardez, à la jeune Chloé Paquet, révélation du tournoi. Chloé Paquet, en bas de l'écran, 223e joueuse mondiale. C'était vraiment la surprise de ce tournoi. Elle avait fait un super parcours pour se hisser jusqu'ici. En face et en haut de votre image, Caroline Garcia, elle, par contre, c'est l'expérience, hein, 25 ans, 24e joueuse mondiale, ex-top 10 également. Elle a eu beaucoup de métiers, elle a très très bien servi, surtout 11 aces, près de 80% de première balle. Ah ouais. Et surtout, elle a réussi ce qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre le service de son adversaire. 2 fois dans le match seulement, mais une fois dans chaque set, et une fois en tout début de set, pour à chaque fois mettre la pression sur son adversaire. On a retrouvé une excellente Caroline Garcia qui avait été bousculée la veille par une très jeune joueuse ukrainienne d'à peine 16 ans. Mais la Française, la numéro 1 tricolore, hein, vainqueur de ses IS en 2016, a fait le boulot. Elle termine sur un ace, à l'image de l'excellent service. C'est beau, ça. Ouais, ouais, ça a été, il a fallu que l'arbitre descende, donc il y a eu un petit temps de latence, mais on retrouvera donc la numéro 1 tricolore. Vous le voyez, tout sourire, elle qui s'est imposée sur la terre battue strasbourgeoise ici en 2016. Et ben, elle sera au rendez-vous demain de la finale contre Yastremska. Elle s'est sortie d'un match un petit peu piège. Écoutez-la à l'issue de cette rencontre. C'est toujours particulier de jouer une autre Française, en plus en demi-finale, donc on sent qu'on est proche de la fin et le public français est toujours un peu partagé, donc ça donne un match un peu tendu. Mais je suis contente de la façon dont je l'ai géré, j'ai réussi à faire abstraction de ça et voilà, j'ai réussi à la briquer à chaque fois tôt dans le set et ça m'a permis de prendre l'avance et de lui mettre la pression. Et Caroline Garcia qui jouera donc demain pour un 7e titre dans sa carrière. Coup de chapeau quand même à son adversaire, la jeune Chloé Paquet, qui du coup aura lundi le meilleur classement de sa carrière grâce à son meilleur résultat jusqu'à présent. Écoutez-la, déçue, mais pas trop. Ça reste un super tournoi et comme l'a dit le speaker, lundi j'aurai mon meilleur classement et direction Roland tout de suite parce que voilà, ça enchaîne et lundi ou mardi le premier tour. Voilà. Moi j'ai rien dit, non. J'ai dit des bêtises pendant que les joueuses parlent, mais c'était pas moi. Voilà, je plaide donc elle coupable. va faire un bond, elle passe de 223 à elle va à 100, je sais pas, 130, 150. Elle a gagné un paquet de points. Ouais, et elle a mis le paquet sur le terrain, on peut le dire. Voilà. On marque une pause, les camarades. On va se retrouver à partir à Malaga dans quelques instants avec Emmanuel Monod. C'est un petit air de vacances qu'on vous propose et surtout les programmes aussi avec Célia. Voilà, retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, un peu dissipé en ce vendredi. Et on va partir dans quelques secondes en vacances. Avec Emmanuel Monod, notre spécialiste voyage, vous nous emmenez où cette semaine, Emmanuel ? Bonsoir, ce soir nous partons en Andalousie. On s'en va sur Malaga, dans le sud de l'Espagne. Alors on va voir cette belle Andalouse, je vous emmène. Allez, on met le cap sur Malaga, qui a longtemps vécu dans l'ombre des impressionnantes Séville, Grenade, Cordoue, mais également qui est pourvue d'un patrimoine culturel, architectural extrêmement riche. Donc elle n'a rien à envier à Séville ni à Grenade. C'est une destination de choix à part entière, donc de la vie de quartier animée, fleurant les sardines grillées, les bons cocktails, les nombreux musées également d'envergure internationale, sans oublier les jolies plages, les monuments historiques impressionnants. Vous allez voir, Malaga a plus d'un tour dans son sac. Voilà, mais pourquoi ils mettent des immeubles de 15 étages devant ? Il faudrait truc un peu plus... Voilà. Vous allez voir, c'est un melting pot. C'est une station sympa. C'est très très sympa. Alors on va le voir ensemble. Effectivement, ville très agréable. Déjà une parfaite situation géographique. On est sur la Costa del Sol. Donc vous allez avoir un bon point de départ pour aller visiter Cordoue, Séville, également Grenade. Et puis le fait que Malaga se trouve en bord de mer, ça apporte le meilleur des deux mondes. Vous aurez tous les avantages que présente une grande ville moderne et culturelle, tout en pouvant vous détendre au soleil sur les plages. Pour ceux qui s'intéressent à l'art, à l'histoire, à la culture, la ville de Malaga également tout pour plaire. Elle possède des œuvres d'art urbains, des musées, des monuments emblématiques et également des super événements culturels avec la Semaine Sainte de Malaga avant Pâques et la Feria. Justement,
Il y a un très bon club de On foot. peut parler sport, effectivement. Voilà, on va rester sur le culturel peut-être, Yvan. J'ai vu que vous avez dit tapas, vous avez dit ça y est, Oui, on va parler oui, de gastronomie. Non. Très bon vin, on mange bien. Voilà. Côté musée, qu'est-ce que ça donne? Alors, Malaga n'est pas surnommée la ville des musées pour rien, parce qu'effectivement, vous avez plus de 20 musées à Malaga, avec une zone de musées, dans la même zone de la ville, vous trouvez 15 musées, donc musée d'art, musée maritime, le musée taurin, et également des musées dédiés à Pablo Picasso, qui est d'ailleurs né à Malaga. Vous l'aurez compris, de quoi le faire le plein de visites. Parce que la plage, c'est bien, mais bon, un petit peu de culture, ça fait Exactement. toujours, Yvan, vous voulez qu'on parle quoi? De tapas ou de baignade? Oh, si on peut faire les deux, ce serait super, Lionel. Bon, bah voilà, Emmanuel, faisons les deux. Parce que quand on a visité Malaga, c'est vrai qu'on aime bien parler de plage dans cette chronique, donc vous aurez bien visité, vous aurez envie de vous rafraîchir, de vous baigner. Les plages de Malaga ne sont pas très touristiques, hein, vous n'y trouverez pas des armées de transat tout le long, mais au moins vous aurez cette possibilité de vous baigner, de vous mettre à la plage. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est vraiment les habitants de Malaga que vous trouverez sur les plages, donc de quoi faire de belles rencontres. On les appelle comment? Des Malagois? Malgaches. Les Malaguéens. Des Malgaches. Bonne idée, hein, Mathieu. Voilà, bonne question. Bonne question, ce sont des Espagnols, des Andalous. Je colle. Les Malagiens. Donc, une fois qu'on s'est baigné, on traverse la rue et là, on teste quand même un peu les tapas. Là, ça va vous intéresser. On a parlé yes, on a parlé cocktail. Ouais. Et à Malaga aussi, on peut prendre un verre accompagné de quelques tapas. Et j'ai une petite bodega, El Pimpi, que j'ai testée personnellement. Donc, il faut aller voir. Vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des célébrités sur place. Très, très bel endroit, très sympathique, très convivial. Superbe. Andalousie, le bon plan, si on veut partir au départ de chez nous en Alsace? Alors, encore une fois, on est chanceux au départ d'Alsace. Vous avez les vols Strasbourg-Malaga, vol direct tous les mercredis, avec possibilité de prendre un package avec TUI pour avoir une idée de tarif en basse saison. Comptez 600 €, le vol plus l'hôtel en all inclusive pour un hôtel 4 étoiles. Hein. Si vous partez en saison, vous allez rajouter, comptez à peu près 1 000 €, 1 200 € par personne. Et on se fait l'Andalousie, un super voyage, petit tapas, baignade et musée. Du culturel, puisqu'aime mon camarade Mathieu Chanvillard. Tu quoi? Voilà, exactement. Ce que je vous propose à présent, c'est de nous intéresser à ce week-end. Demain, c'est la fête des mamans, évidemment. On les embrasse, on ne les oublie pas. Dimanche, c'est dimanche. Ah non, demain c'est samedi. samedi. Embrassez-la demain aussi. Ça, c'est la semaine des IS, ça nous accueille. Demain, c'est la finale des IS, dimanche chez les mamans. Et ce week-end, c'est aussi nos programmes avec Célia. On commence notre rendez-vous par un rendez-vous de courts-métrages qu'on vous propose ce week-end sur l'antenne d'Alsace 20. Tout d'abord, pour le plaisir des petits, mais également des grands, on vous propose un film d'animation. Et oui, ça change un petit peu. Coproduit par Amopix, un studio strasbourgeois qui cumule les succès en festival. Alors, son héroïne, vous la voyez, c'est Lola. Vous suivrez le quotidien de cette fillette de 8 ans qui est bouleversée par son déménagement. On regarde tout de suite un petit extrait. Bonjour, c'est moi qui vous ai contacté à propos de la maison. Ah oui, je me souviens. Je vous en prie, entrez. Je retire mes chaussures? Non, non, pas besoin. Là, vous avez un grand salon. Ici, vous avez la cuisine. L'étage, c'est par ici. Venez avec moi, je vais vous faire visiter. Et autre court-métrage? Oui, celui-ci, c'est donc un joli projet qui est dessiné à la main, mais ce sera, comme je vous le disais, couplé avec un autre court-métrage qui s'appelle Bienveillance. C'est réalisé par Jean-Christophe Prêcheur, c'est complètement différent. Je vous propose aussi de regarder un petit morceau. C'est quoi ce truc? Donne-moi ça, ça te regarde pas. Cher Julia, il m'arrive de vous croiser le matin, il m'arrive de vous admirer le soir. J'aime entendre le bruit de vos talons dans l'escalier. Vous voir est un bonheur. Mais franchement, c'est quoi cette connerie? Tout comme l'idée de boire un café avec vous. Moi aussi, je boirais bien un petit café avec toi. Eh ben, te gêne pas, la cafetière, elle est dans la cuisine. Ouais, change pas de sujet. C'est bon? T'es amoureuse, hein? À fond. Ouais, je suis super love. T'as vu cette écriture, là? Ces mots, cette poésie, c'est du Baudelaire. Hein. Et c'est pas la première lettre. Sérieux?
La 5e en 2 semaines. Putain. Mais tu sais qui c'est? Un petit coquin. Et c'est réalisé par Jean-Christophe Pécheur, Célia, qui est un ancien d'Alsace 20. Oui, et non pas prêcheur, comme je le disais tout à l'heure. Oui, voilà. Ces 2 courts-métrages sont donc à découvrir dimanche à 20h45 et toutes les autres diffusions sont à découvrir sur le www.alsace20.tv, vous avez l'habitude. Un documentaire de prévu? Oui, est-ce que vous connaissez les vins de Lorraine? Non. Non, eh ben moi non plus, ça tombe bien. Mais depuis quelques années, ces vins oubliés pendant des décennies refont leur apparition et remportent un franc succès. En 2017 notamment, la Lorraine remporte 15 médailles au concours général agricole, dont 5 en or pour ses vins. Alors gris de Toul ou blanc de Moselle. De quoi faire de l'œil à sa voisine alsacienne. Regardez un extrait de ce documentaire qu'on vous propose. Et on a beaucoup de restaurateurs qui nous demandent des vins de la région, maintenant qui se sont réconciliés avec les vins de la région, parce que la qualité a monté. Et surtout, on a une demande aussi beaucoup de touristes. Là, voilà, nous, on a beaucoup de touristes sur la place Tannes, par exemple, qui mangent dans les restaurants, qui boivent du vin de Moselle et qui viennent nous acheter du vin de Moselle, parce que le vin est devenu très bon. Et c'est à découvrir samedi à 21h. Et si après on préfère sortir, on fait quoi? On sort également ce week-end et c'est du côté de la piscine de la Kibitzno de Strasbourg que je vous emmène. Parce que ce week-end, accrochez-vous, Mathieu, vous le savez, c'est la grande finale retour du championnat de France élite de water-polo. Le team Strasbourg affrontera Marseille, le cercle des nageurs. Wow. Alors pour aller soutenir notre équipe strasbourgeoise et donc alsacienne, vous pouvez vous rendre sur le site, il reste quelques places. Le choc des champions, c'est samedi à 21h à la piscine de la Kibitzno à Strasbourg. On se fait une petite sortie nature maintenant. Ouais, une petite dernière sortie. Si vous êtes plutôt branché nature, bio, plantes, fleurs, tout comme Yvan, rendez-vous au 4e salon Bio Alsace et 4e salon du jardin et la fête des plantes. C'est pratique parce que ces 2 salons-là ont lieu en même temps et au même endroit. Ça se passe à l'hippodrome de Heurt ce samedi et ce dimanche de 10h à 19h. Alors au programme, créer son jardin ou aménager votre terrasse, votre balcon. Vous rencontrerez des tas d'exposants et d'artisans bien sûr qui pourront répondre à toutes vos questions bio et jardin. Il faut vraiment y aller, c'est super. Moi qui ne suis pas fan... Moi qui aime les plantes. Franchement, non mais je suis pas fan et c'est génial, c'est super bien organisé. Je suis assez bluffé. Ouais. Exactement, de nombreux exposants, un salon bio d'un côté, salon du jardin et des plantes, avec toutes sortes d'exposants qui proposent maintenant de plus en plus, c'est très tendance, le gazon synthétique pour les maisons, etc. Alors, on en a discuté aujourd'hui avec Mathieu Chanvillard. Grand spécialiste du gazon. Grand spécialiste du gazon. Mathieu, on va rappeler juste demain, la finale, ça se passe aux IS. On va rappeler, voilà, c'est bientôt le week-end, vous allez bosser un peu ce week-end. Oui, je le crains, oui. Puisque lundi, vous saurez tout, on fera un retour évidemment sur le sport. Sur le tennis, sur le water-polo aussi, avec le titre peut-être de champion de France pour les poloistes strasbourgeois. On croise les doigts. Eh ben ça c'est parfait. 500 Nocturnes, il y a le www.500nocturnes.com avec Yvan Loswarn qui est l'organisateur. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci Lionel. Merci Mathieu Chanvillard, Célia, Emma. Passez un bon week-end. Nous repart dans l'actualité du Grand Est, une semaine dans le Grand Est. Et moi je vous dis à lundi. Bon week-end. Salut. Ce bar est l'un des rares en France à consigner ses bouteilles, un système qui était pourtant largement répandu jusque dans les années 90. Depuis, cette pratique a été remplacée par des emballages jetables comme le plastique. Mais ici, Yann Laurin a mis en place la consigne dès l'ouverture de sa boutique. Nous, nos fournisseurs nous impactent une petite somme sur chaque bouteille qu'ils nous vendent, qu'on va réimpacter nous aux clients. Simplement, on ne va pas simplement lui faire payer une somme X sans rien faire derrière. On va récupérer nous ces bouteilles une fois consommées. Le principe étant que ce qui va entrer va déconsigner ce qui ressort. Ce gérant a souhaité suivre le modèle des grandes nations de la bière. En Belgique et en Allemagne, les bouteilles sont consignées et le système s'est automatisé ces dernières décennies. Pour lui, c'est une question de conviction. Malheureusement, on est un petit peu en retard, mais en tout cas, essayer de récupérer et de recycler de manière intelligente tous les contenants, c'est l'avenir finalement. Donc petit à petit, voilà, c'est des petites graines qui sont essaimées, j'espère qu'elles vont germer. Nous, à notre échelle, en tout cas, on n'est pas prêt d'arrêter la consigne et on espère au contraire qu'on va faire des petits, qu'on va inspirer un peu plus de gens. Au-delà de la frontière, dans les grandes surfaces allemandes, les consommateurs déposent leurs bouteilles vides dans ces machines automatiques.
Dans ce supermarché, jusqu'à 160 caisses de bouteilles en verre et en plastique sont ainsi consignées chaque jour. En échange, le client reçoit un bon d'achat qu'il peut utiliser dans des magasins partenaires. Les bouteilles seront nettoyées de nouveau et puis réutilisées. C'est ce système de recyclage qui préserve le mieux l'équilibre écologique. La consigne permet d'économiser jusqu'à 75% d'énergie par rapport au recyclage. Il est également moins onéreux de laver les bouteilles que de les fondre pour les retransformer. Et ce système présente aussi des avantages économiques. Simplement après, c'est un peu de volonté politique et puis un peu d'éducation aussi, d'expliquer aux gens pourquoi on consigne et pourquoi on va vous faire payer légèrement plus cher, alors qu'à la fin, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que vous avez un gain de pouvoir d'achat. Il faut savoir qu'un verre consigné coûte moins cher qu'un verre non consigné. Une technique qui demande peut-être un surcroît de travail, mais qui s'avère au final avantageuse sur le plan économique et écologique. Reste à sensibiliser le consommateur à la pertinence de ce modèle. À la recherche de nos ancêtres. Ici, pas d'arbre généalogique, mais des fouilles archéologiques. À Ittenheim, au beau milieu du chantier du GCO, les spécialistes de l'INRAP s'activent pour trouver des traces de notre aïeul, l'homme de Néandertal. Dans un trou de 7 mètres de profondeur, la fouille préventive du secteur a permis la découverte, notamment, de dents de mammouth. Mais ce n'est pas tout. On a trouvé surtout des dépôts accumulés au cours de la préhistoire. Alors ça paraît de rien comme ça, mais dans ces dépôts, on va retrouver un certain nombre de composants, que ce soit des charbons de bois, que ça va être des petits restes aussi d'escargots. Et ces éléments sont des indicateurs environnementaux importants. Pour les charbons de bois, bien sûr, on va pouvoir, en fonction de leur analyse, restituer à quel arbre il était issu. Et la malacologie, donc c'est l'étude des petits escargots, va nous permettre de restituer l'évolution de l'environnement. En fonction des espèces qu'on va pouvoir retrouver, on va pouvoir dire, là on était une période plus ou moins humide, la forêt a commencé à pousser, etc. On a trouvé aussi des restes de grands herbivores. Donc que ce soit du mammouth, du cheval ou du bison. Nous c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir les espèces qui ont pu être chassées par l'homme de la préhistoire. Les archéologues étudient aussi les sédiments présents dans le sol. De la terre est prélevée à chaque étage, tous les 5 cm, soit 250 échantillons en tout. 2 ans seront nécessaires pour les analyser. J'essaye d'étudier le paysage et les anciens paysages que ces coupes et ces accumulations de sédiments me permettent d'appréhender. Ça sert à envisager le paysage des premiers occupants de la région, à imaginer effectivement une Alsace avec un sol de steppe, de toundra, des paysages totalement différents de ce qu'on a eu, à faire avancer la recherche, la connaissance de nos origines. Des origines vieilles de 100 000 ans. De quoi s'imaginer un autre monde et peut-être découvrir des secrets encore enfouis sous nos pieds. Voici sans doute un instant privilégié que ces élèves de l'école Henri Breton de Charmes ne sont pas près d'oublier. Nous sommes sur une exploitation agricole de Remicourt, petit village près de Mirecourt, l'un des 6 rendez-vous vosgiens de l'opération nationale Fermes ouvertes qui doit permettre aux agriculteurs de promouvoir leur métier. Un événement important pour la profession, important également pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA dont la présidente était de passage ce lundi dans le département, venue parler d'excellence et de savoir-faire à l'heure où l'on entend aussi souvent le terme d'agribashing. Les Français aiment leurs agriculteurs, à 87% ils plébiscitent les agriculteurs. Les militants, pour une planète plus verte ou pour aller très vite en transition, Zoom pointe ce qui ne va pas. Donc de fait, ça envahit l'espace médiatique. Donc nous voulons parler, nous, raisonnablement de ce que nous faisons bien, des sujets sur lesquels nous sommes en progrès, et il y en a de nombreux, mais on intègre aujourd'hui pleinement la demande de biodiversité de la part de l'opinion, la demande de moins de chimie, moins d'antibiotiques. Tout ceci est fait par les agriculteurs, mais à nous de le dire davantage pour montrer qu'on a vraiment modernisé nos pratiques et qu'on est aujourd'hui en phase avec les attentes des consommateurs. Le monde agricole fait donc sa promo auprès des plus jeunes en attendant que les plus grands, eux, s'expriment d'ici quelques jours dans les urnes. Les élections européennes, un autre défi de taille pour la profession. La politique fondatrice de l'Union européenne, le ciment, c'est la politique agricole commune. Nourrir les populations en quantité, en qualité, de façon accessible, c'est ce que nous avons réussi à faire. Aujourd'hui, les consommateurs veulent plus d'environnement, nous serons au rendez-vous, si les prix sont au rendez-vous. Mais on ne peut pas être plus vert si on est dans le rouge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de productions qui sont dans le rouge. Donc c'est un travail complet qu'il faut conduire sur les prix
et sur le qualitatif. Les agriculteurs sont fondamentalement très attachés à l'Europe et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant dimanche, que déjà on se déplace pour aller voter et puis surtout qu'on essaye de bien voter. Voilà, que l'Europe doit résonner au sein du cœur des agriculteurs comme étant facteur de progrès et non pas facteur de récession. En attendant, c'est vers les consommateurs et peut-être aussi les professionnels de demain que le monde agricole se tournait dimanche avec le grand public et ce lundi avec les écoles. 6 fermes vosgiennes, on l'a dit, ont ouvert leurs portes aux élèves de la maternelle au collège. Il s'est spécialement déplacé de Paris jusqu'ici à Völklingen en Allemagne afin d'ajuster son œuvre conçue spécialement pour ce lieu. Pour l'artiste français 4, travailler au sein des friches industrielles comme celle de la Völklinger Hütte constitue l'essence de son inspiration. Et ces lieux qu'on pense inutiles, morts, abandonnés, sont des sources d'inspiration, quelque chose qui reste vivant malgré une apparence morte. Et moi, ces lieux-là me procurent beaucoup de choses. Et en plus de ça, j'essaye de montrer aussi aux villes qui peuvent utiliser des friches industrielles pour en faire des lieux artistiques, pour en faire des ateliers ou des espaces culturels. Tous les 2 ans, l'Urban Art Biennale de la Völklinger Hütte présente les dernières tendances de l'art urbain international. Depuis sa première en 2011, cet événement a attiré plus de 400 000 visiteurs. Avec sa 5e édition, qui s'intitule Unlimited, le centre d'art dépasse ses limites. Pendant cette promenade à travers la Völklinger Hütte, on se retrouve au sein d'un dialogue. D'un côté, il y a l'art urbain et de l'autre, la culture industrielle, dans laquelle les caractéristiques du lieu sont présentes avec ses origines industrielles en tant que lieu de travail. Bref, ce sont 2 mondes qui se rencontrent et l'événement s'avère très palpitant. L'art urbain, ce sont des œuvres généralement abstraites qui trouvent leurs racines dans le graffiti. Sur toile, bois ou papier, les supports et les techniques sont variés. Des techniques bien différentes sont visibles. Il y a des travaux au pochoir, des œuvres faites aux bombes aérosols ou encore des collages de papier qui sont installés temporairement. Ils sont très sensibles, très fragiles et possèdent en même temps un effet très puissant. L'exposition rassemble une centaine d'artistes venus de 4 continents. Ces installations, qui sont souvent des critiques de la société, offrent à voir les différentes facettes de l'art urbain. À voir jusqu'au 3 novembre. En zone rurale, l'Alliance Sud-Ouest Football au Bois, la SOFA10, rassemble les amoureux du football, mais plus encore. Ici, la magie consiste également à cultiver des moments de partage. 2 fois au Parc des Princes, aller voir Neymar Cavani, les petits sont aux anges. On était au Stade de France voir l'équipe de France il y a quelques années. Là, je pense qu'on va essayer d'aller voir France-Albanie au mois de septembre. Donc voilà, c'est toujours un engouement pour les petits, même voir la Tour Eiffel. Il y a des gamins qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel et du coup, c'est des moments magiques pour eux. À 3 ans, Tom, la Tour Eiffel, il ne la verra sans doute jamais. Mais peu importe, la famille Meilly est passionnée de foot, le père est licencié ici depuis près de 10 ans et Tom a déjà ses préférences. Quand il y a le foot qui passe à la télé, il écoute Paris et quand ça marque, il est content. Il dit à Cavani l'a marqué. En fait, il est né sans yeux. Là, en ce moment, on lui met des prothèses. Donc tous les mois, on va à Paris lui changer ses prothèses. Parce qu'en fait, nos yeux grandissent jusqu'à 3 ans, donc on change les prothèses tous les mois. Plutôt discret sur le sujet, la famille a accepté la proposition d'organiser un événement pour collecter des fonds. Pour le président de la SOFA10, il n'a fallu que quelques coups de fil pour mobiliser bénévoles, idées et partenaires. L'événement est prévu le 16 juin au stade d'Aix-en-Othe à l'occasion de la journée nationale des débutants. Et on va faire une tombola en la faveur du petit homme. Plus je demande une participation à tous les clubs du district qui va être demandée de 1 € par participant à chaque joueur qui viendra à la journée des débutants pour remettre au petit homme. J'ai une dizaine d'entreprises qui se sont mobilisées pour le petit homme, donc franchement le projet mobilise beaucoup. Ouais. Et les clubs pro ont répondu aussi rapidement par l'apport de leur maillot professionnel. Bien sûr les stacks, on a Lyon, on a Saint-Étienne, on a Bordeaux. Le président du district m'a confirmé qu'on devrait avoir 2 maillots de l'équipe de France 2 étoiles dédicacés.
Tom devrait rentrer à la maternelle en septembre avec le soutien d'une AVS. Ses parents aimeraient, grâce à la collecte, lui financer un ordinateur adapté afin de faciliter sa communication avec la maîtresse. Qui peut marcher en braille et retranscrire à la maîtresse comme il faut. Donc évidemment, c'est un équipement spécialisé qui coûte cher. C'était aux alentours de 10 000 €. Le 16 juin, parmi les animations prévues, les enfants pourront tester le Cécifoot. Si la somme n'est pas réunie ce jour-là, le club a d'ores et déjà prévu de prolonger les actions de collecte.